réquisitoire. Hein. Non, c'est pas un réquisitoire. C'est tout simplement une manière de désinformation. D'administrer et je suis d'autant plus surpris de ce réquisitoire, qui consiste à dire pas de procédure, pas de définition, pas d'évaluation, pas de contradictoire, rien, en quelque sorte. Je suis d'autant plus surpris que M. Bobineau et Mme Lucas ont fait partie de la Miviludes. Ils faisaient partie du conseil d'orientation de la Miviludes. Attendez, vous permettez. La Miviludes, ce n'est pas uniquement des agents publics. Ce n'est pas uniquement notre secrétariat général nommé par les ministères. C'est autour de nous un conseil d'orientation composé de 33 personnes, excusez du peu, des magistrats, des conseillers d'État, des associations, des psychiatres, des spécialistes de religion. Et nous avions M. Bobineau et Mme Lucas qui nous ont quittés, je le regrette. Ils étaient là. Donc, je trouve quand même malvenu de leur part de venir nous dire il n'y a pas de procédure, il n'y a pas d'évaluation. Ils l'ont fait avec nous pendant plusieurs années. Bon, pour le reste, je peux leur laisser répondre. Répondez. Quel plaisir. Oui, vraiment, quel plaisir. Mais, on va pas en faire une affaire personnelle, mais il y a quitté et quitté, Monsieur le Président. C'est-à-dire que lorsque on me répond que je suis, en tant qu'universitaire, je pose trop de questions et que je lutte trop contre, il est évident qu'on demande ma démission. Et en effet, si je n'ai plus les moyens, tout simplement d'administrer la preuve et les faits, et que je pose trop de questions, et que je suis trop embarrassant, je comprends, et c'est normal. Donc je comprends votre réquisitoire d'aujourd'hui. Non, mais voilà, mais vous comprenez bien. Vous avez une dent contre la Miviludes. Mais pas du tout, j'ai pas une dent contre la Miviludes. J'aurais souhaité faire mon service de méthodologie. On va engager un débat. On va faire le débat sur tout ce que dit M. Bobineau. C'est tout. Je l'entends. Voilà. Mais je n'ai pas quitté de ma volonté. C'est de la critique qui est tout à fait acceptable, et sur laquelle je dois répondre. Absolument. Mais moi, je m'interroge tous les jours, dans le cadre de ma mission. Quelle est ma mission? Quel est mon domaine de compétence? Est-ce que... Non, mais vous le prenez de manière ironique. Je vous parle sérieusement et en conscience. Parce que notre mission, elle est importante. Elle est importante et vous le savez. Vous savez qu'il y a de vraies souffrances derrière. Et comment? Non mais attendez, on ne peut pas discuter avec M. Bobineau. Là. Pourquoi? Parce qu'il a l'air de rire. Parce qu'il est d'une ironie extraordinaire. Je lui parle ainsi d'avoir un vrai dialogue. Il réfute d'emblée tout ce que je peux lui dire. Je vais quand même vous répondre parce qu'à travers Sinon, répondez-moi à moi. Moi, je serai sérieux. Il y a des Français qui nous écoutent. Il y a des Français qui souffrent et qui savent ce que c'est qu'une dérive sectaire. Parce qu'ils ont perdu un proche, parce qu'ils n'ont pas de nouvelles d'un enfant, parce qu'ils ont perdu un travail, parce qu'ils sont totalement déstructurés psychologiquement. Donc on est sur de vrais sujets. Mais je m'interroge, quel est mon domaine de compétence? Est-ce que je ne vais pas au-delà de ce qui est ma mission? Est-ce que je ne vais pas porter un jugement de valeur sur des croyances? Je suis extrêmement précautionneux, parce que nous devons respecter ces libertés fondamentales. Si vous dites que la France a une spécificité, je la revendique et je l'assume totalement. La France est la patrie des droits de l'homme et des droits fondamentaux. Eh bien, la France est en pointe dans la défense des droits de l'homme et des droits fondamentaux qui sont bafoués par certaines organisations à caractère totalitaire. On va fouiller tous ces arguments, mais je voudrais donner la parole à Gérald Bronner. Alors pour vous, est-ce que la France a une spécificité dans la définition de ce qui serait une dérive sectaire? D'abord, je tiens à dire que moi, je ne suis pas impliqué dans ces Vous n'étiez pas dans Miviludes. Donc, j'ai essayé de jouer l'ONU dans cette affaire. Je crois que vraiment la question qui est très importante, qui est celle d'ailleurs qui est posée par le titre de l'émission, secte contre quoi lutte-t-on? C'est effectivement de savoir s'il y a des critères de démarcation entre ce qu'il est convenu d'appeler pour la logique ordinaire les sectes et ce qu'on appelle les religions traditionnelles. C'est ça le problème. Le piège, c'est de dire que parce que l'on ne peut pas donner une définition exacte qui exclurait tous les autres mouvements du terme secte, alors cela ne renvoie pas à des phénomènes psychosociaux pourtant existants. Et là, je serais peut-être en désaccord d'ailleurs avec mes collègues sur ce point. Je pense qu'il y a des spécificités psychosociales à ces groupes que l'on a l'habitude d'appeler sectes. Moi, je ne suis pas qu'on les appelle sectes, qu'on les appelle comme on veut, ça m'est égal. En revanche, je pense qu'il y aurait une grande confusion intellectuelle à considérer qu'il en va de même dans les religions traditionnelles comme il en va dans les groupes sectaires. Y compris même certains partis politiques, vous pourriez considérer que c'est le même problématique? Non, il peut y avoir des points communs entre certains groupes politiques et certains groupes sectaires, mais je considère que ce qu'on appelle les groupes sectaires, il faut qu'il y ait quand même une sensibilité religieuse. Sinon, on parle de tout et de n'importe quoi, tout est secte. Dès qu'il y a de la manipulation mentale, alors il y aurait secte. Non, je suis pas d'accord. Je pense que là, on gagnerait en extension ce qu'on perdrait en intention. Donc,
Évidemment que dans les groupes sectaires, il faut qu'il y ait tout de même une dimension spirituelle, religieuse, mais il y a quand même une caractéristique, entre autres, qui les distingue. Vous savez, une croyance, il y a deux objets. Il y a l'objet de la croyance en soi. Et là, je dirais qu'on ne peut pas distinguer les sectes des religions, parce que les croyances dont il est question sont tout aussi saugrenues. Je ne vois pas en quoi le fait de marcher sur l'eau serait plus proche d'une forme de rationalisme que le fait de faire léviter des éléphants, par exemple. Mais en revanche, ce qui distingue, c'est le deuxième aspect de la croyance, c'est le rapport que nous entretenons avec l'objet de la croyance. Et je pense qu'il y a un certain nombre de groupes qui sont caractérisés par un rapport inconditionnel à l'objet de la croyance. Cette inconditionnalité dans la croyance, elle peut être expliquée de bien des façons, mais elle est entre autres expliquée, à mon avis, par le fait que la proximité de l'émission, c'est-à-dire la source de la croyance, est plus proche temporellement dans ces petits groupes, ou même dans ces groupes quelquefois assez importants. Ça veut dire que Jésus est là devant vous, vous pouvez le toucher, vous pouvez lui parler. Absolument. Alors Jésus à eux. Ce qui nous conduit, si vous voulez, à partir du moment où vous êtes dans un groupe de ce type, vous êtes conduit à une injonction binaire. Ou vous croyez absolument, ou vous ne croyez pas, et vous êtes un traître. Dans le christianisme, qui a sans doute été comme ça à ses origines, on n'a pas du tout ce phénomène. On a la possibilité d'avoir une approche symbolique du texte. C'est tellement vrai que même le pape Jean-Paul II, par exemple, a admis que Darwin était plus qu'une hypothèse. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il révoque en doute la littéralité de l'Ancien Testament. La zoogonie et l'anthropogonie telles qu'elles sont présentées sont tout à fait contradictoires à Darwin. À partir du moment où Jean-Paul II reconnaît que Darwin est plus qu'une hypothèse, il autorise la lecture symbolique et donc conditionnelle du texte. Voilà une différence fondamentale. Vincent Ravalec, je l'ai dit, vous vous êtes beaucoup intéressé aux dérives sectaires en général dans vos romans. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Écoutez, je me suis pas particulièrement intéressé aux dérives sectaires. En fait, moi, j'étais quelqu'un de très naïf et de très crédule. Donc, j'étais un inconditionnel, en fait, de la croyance. Je suis un enfant des années 60. Donc, j'étais adolescent dans les années 70. Et dans les années 70, il y avait toute une mythologie il y avait le Matin des magiciens, de Powell et Bergier, le magazine Planète. Et en fait, quand j'étais un peu plus âgé, je suis parti sur les traces de mes mythes adolescents. Et en fait, ça m'a fait vraiment découvrir des tas de facettes du monde, vraiment que j'étais bien loin de soupçonner, et je me suis retrouvé dans des situations effectivement où on voit de quelle manière une dérive sectaire peut très rapidement s'installer. C'est-à-dire que quand vous êtes confronté à des cultures très éloignées des vôtres, avec des gens qui maîtrisent par exemple des technicités extrêmement pointues, parce que ça existe, qui sont capables de toucher à des choses vraiment très très profondes, il peut se produire un tel désarroi et une telle fragilité en fait devant la méconnaissance qu'on a du monde, que ça m'est arrivé plusieurs fois d'être dans des groupes où je me suis dit bon bah voilà, enfin dans 15 jours, là il y a le gourou, là il se tape les gonzesses, on donne la carte bleue, et puis bon, c'était un peu gros comme une maison. Et donc assez rapidement, plusieurs fois, j'ai pris mes distances. Et en fait, pour me faire un petit peu l'avocat du diable, je pense qu'il faut aussi pas non plus complètement jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que il y a aussi quelque chose c'est important qu'on garde une pluralité culturelle. C'est-à-dire que derrière des zigotos qui sont avec des discours complètement allumés, des choses qui peuvent sembler bizarres, bon, il n'empêche qu'il y a... Bon, c'est vrai que moi je suis écrivain, je voyais ça de manière aussi très romanesque, hein, souvent c'était assez drôle, et bon, quand on n'est pas complètement impliqué dedans, ça a un côté assez comique. Mais il y a aussi, je pense que le monde est assez divers, c'est qu'il faut essayer de ne pas rentrer non plus trop dans une normativité de point de vue, et d'arriver à garder d'une part une curiosité, et puis que autour de nous, il puisse y avoir des gens qui puissent participer de aussi d'un émerveillement du monde possible. Oui. Mais ceci dit, si ma fille demain était sataniste, je serais le premier à l'ouverture du commissariat à y aller. Je veux dire, donc, soyons aussi, enfin, il faut... Revenons, si vous voulez bien, l'année dernière, sur les rapports de l'État français avec les sectes, il y avait eu une polémique, hein, vous en souvenez peut-être, je propose de retourner en février 2008.